Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Basket Session Reverse pour ce nouvel épisode du Ce à quoi il fallait répondre, où on répond justement à toutes les questions de nos auditeurs. Et pour ça, je suis rejoint par Théo. Pour l'instant, Théo est encore là, on est que tous les deux pour l'instant, mais Shai devrait revenir dès le début de semaine prochaine. Ouais, tout devrait, visiblement s'est bien passé. Il a pas fait finalement ni de CQFR depuis New York, ni de late session. C'est qu'il a pu profiter de ses vacances. Comme c'est une fois tous les 25 ans, on va pas lui en tenir rigueur. En tout cas, merci encore à vous pour toutes les questions. Vous avez vu, on a tenu parole cette semaine. On a même fait deux. On a fait deux CQFR, un samedi dernier et un mercredi. Et je me disais, bon, bah ça se trouve. Voilà, on va être un peu sec pour ce samedi. Pas du tout, on va pas du tout être sec. Il y a une tonne de questions encore. On ne pourra pas toutes les poser. On verra si on arrive à peut-être faire à nouveau un deuxième CQFR. Pour le coup, on s'engage pas. On verra ce qu'on peut faire. En tout cas, merci pour vos commentaires, vos messages. C'est toujours un plaisir. Je vais commencer par une question vraiment comment dire, de saison. Puisque je ne sais pas si vous avez traîné un petit peu sur Instagram ou sur Twitter, mais vous avez dû voir passer les photos d'Antoine Pimel déguisé pour Halloween cet été, comme chaque année. Je vous dis pas où c'est, cherchez, vous finirez bien par le trouver. Question, je bluffe complètement, j'ai pas Je me réussi à suis fait tenir avoir jusqu'au dans bout. le bluff, hein. De quoi il parle. Allez. Donc, question qui nous est envoyée par Martin. Chère équipe de Rivers Basket Session, cher Antoine, cher Shai et cher Théophile, en cette période d'Halloween et de Toussaint, il paraît qu'il est fréquent de rencontrer des fantômes. Je me suis donc demandé quelles seraient les questions que vous poseriez aux fantômes de coach NBA célèbres apparaissant devant vous lors d'une séance de spiritisme. Je vous ai fait une liste de coachs du Hall of Fame. Chacun d'entre vous doit lui poser une question. Ok? Ok, Je te on doit donne pas poser. les... Ouais, ok, je vais être nul, hein. Je vais être mauvais, La je vais question que décevoir tu des gens. t'aurais rêvé poser, allez, je te les donne dans l'ordre. Le premier, c'est Red Auerbach, légendaire coach des Boston Celtics. Est-ce que tu aurais une question en particulier à poser à Red Auerbach? Je vais être terriblement mauvais. Non, bah, à la limite, si, peut-être qu'est-ce qui selon lui a fait le. Quel a été l'élément principal, et je veux pas qu'il me réponde Bill Russell, je veux qu'il me parle d'un truc un peu plus précis, tu vois, du succès des Celtics ou du succès de Bill Russell d'ailleurs. Mais genre, qu'est-ce qui selon lui a vraiment été le truc qui a fait la différence par rapport à tout le monde, que ce soit tous les autres joueurs s'ils décident de me parler de Bill Russell ou toutes les autres équipes s'ils restent sur les Celtics. Ouais, super question. Moi, j'en ai deux qui me sont venus en tête. Allez, je vais m'arrêter à la première qui m'est venue en tête. C'est, J'aimerais bien savoir, parce qu'on sait à quel point Bill Russell a été l'objet de commentaires racistes durant son passage à Boston. Il y a tout un papier d'ailleurs, dans le MOOC 12 spécial Boston qu'on avait fait. Il y a une grande partie qui est quand même sur cette histoire un peu complexe de Boston, qui est entre voilà, ville démocrate et en même temps empreinte de racisme. La question que j'aimerais poser à Ray Auerbach, c'est est-ce que lui aussi a été victime de commentaires racistes après avoir été le premier entraîneur à drafter un joueur noir en NBA, puis le premier entraîneur à nommer un coach noir en NBA. Je me demande un petit peu si lui aussi du coup, a dû essuyer des remarques à ce sujet, s'il a voilà, fait face à une espèce de backlash de la part de la population blanche et raciste du Massachusetts. Allez, une autre question, mais toujours, ça reste toujours du côté de Boston. Quelle question tu aurais aimé poser à Bill Russell? Et Martin précise que ça peut être aussi une question sur sa carrière de joueur. Putain, j'ai une question très provoque. Est-ce qu'il pense que, que le grand nombre de titres gagnés par Boston et par lui-même à son époque, ça s'explique aussi par le fait que la ligue était beaucoup plus petite et la NBA nettement moins démocratisée et qu'il y avait nettement moins de talent. Peut-être que je prendrais une baffe, mais je sais que lui, il a aimé suivre en fait derrière d'autres carrières. Tu vois, donc, et je pense qu'il l'a suivi de près. C'est une question que j'aurais pu. Ah, Karim Abdul-Jabbar, il est arrivé un peu plus tard, mais tu vois, c'est le genre de mec qui ne dénigre pas ce qui est arrivé après lui. Donc voilà, peut-être ça comme question. Après, Ouais, mais il y a plein de questions bien plus intéressantes sur l'aspect sociétal et civique, hein, mais voilà.
Non, c'est intéressant, sachant que c'est toujours la même question, tu peux toujours te dire, bon, bah, il y avait que 12 équipes, ou il y en avait que 8 même au début, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Et en même temps, tu peux aussi dire que le talent était forcément plus condensé du fait qu'il y avait moins d'équipes. C'est une question vraiment, vraiment intéressante. Euh, Bill Russell, moi, je lui demanderais si, tu sais, on a souvent dit qu'il avait été malin en dehors du terrain comment dire, en faisant ami-ami avec Will Chamberlain. On sait que notamment ils mangeaient, ils allaient manger ensemble les veilles de match, etc. Je lui présentais Et des meufs. ouais, ça c'est c'est possible, Il disait, vas-y, c'est vas-y, possible. t'inquiète, s'il te plaît. Ouais, pardon. Ça vient, c'était Dominique Wilkins à Atlanta. La vie nocturne d'Atlanta dans les années 90, visiblement, c'était quelque chose. Et il était de bons conseils pour orienter les joueurs qui venaient, les joueurs adverses qui venaient, qui cherchaient ou passer une bonne soirée la veille des matchs. Visiblement, c'était un. Il savait donner les bonnes adresses et c'était pas uniquement désintéressé. Mais pour Bill Russell, ouais, je me demande si on a souvent dit par la suite que c'était une tactique pour lui, voilà, de se mettre Will Chamberlain dans la poche entre guillemets en se disant, bah, comme ça, le lendemain pendant le match, il va. Je vais pas dire que Will Chamberlain était prêt à faire des cadeaux, mais qui serait pas aussi déterminé que si c'était face à un joueur qui est considéré comme un ennemi. Et ça, j'ai jamais vu au bout du compte Bill Russell parler de ça. Et donc, je sais pas si c'est quelque chose, tu vois, un petit peu qui est dans la légende parce que les gens se sont fait cette idée ou si c'était vraiment, ça reposait sur une vraie technique machiavélique de la part de Bill Russell. Pas mal. Allez, il en reste deux autres. Quelle question est-ce que tu aimerais poser à Jerry Sloan? Ou tu aurais aimé poser à Jerry Sloan? Qu'est-ce qu'il a manqué pour battre les Bulls finalement en fait? Est-ce qu'ils étaient près du compte selon lui? À quel point ils étaient près du compte et qu'est-ce qu'il a manqué pour battre Chicago? Est-ce qu'ils y ont cru aussi? J'ai presque envie de savoir. J'ai envie de savoir est-ce qu'ils y ont cru? Ah, J'imagine que oui, mm, tu vois, mais intéressant d'avoir la réponse du coach quand même. bonne question, hein, c'est vrai. J'ai l'impression que lui, il croyait sûr, mais c'est vrai que pour ses joueurs, c'est une très bonne question, quoi. Euh, Jerry Sloan, je lui demanderais quel effet ça fait de savoir que Sam Mitchell a un titre de coach de l'année de plus que lui, et que Jerry Sloan ne l'a jamais eu. Bref, je pense qu'il n'en a rien à carrer, mais bref, je continue de ne pas comprendre ça. Il y a un autre coach toujours en activité dont je tairai le nom, qui est dans la même situation. Enfin, Chuck Daly, légendaire coach des trois Pistons, époque Bad Boy, et puis après des Nets notamment. Ouais, bah, est-ce que la fin justifie? C'était un truc, je sais, j'ai pas la formulation exacte de ma question, tu vois. Ce serait sans doute plusieurs questions, ce serait une discussion, mais de savoir si la fin justifie les moyens, est-ce qu'il trouve que son équipe était vraiment sale ou pas? Est-ce que c'était voulu? Euh, des questions autour de ça, tu vois, de la manière dont les Pistons arrachaient des bras, des gorges, mangeaient des enfants. Exactement. Allez, Ah, moi, la question c'est... hmm, est-ce qu'il a été... est-ce qu'il a perdu le sommeil en se disant qu'il allait coacher la Dream Team et que son joueur Isaiah Thomas en faisait pas partie? Ou est-ce qu'il en avait rien à carrer? C'est la question que je me suis toujours posée aussi. Parce qu'il avait quand même l'air de prendre du bon temps avec cette Dream Team. Ça avait pas l'air de trop lui poser de soucis qui est pas Isaiah Thomas. Mais bon. Euh, en bonus, il y a une question bonus. Tu peux poser une question à James Naismith. Et Martin dit personnellement, je lui demanderai quelle est la règle du basket actuel qui l'horripile le plus et quelle est la règle postérieure à lui qu'il préfère. quelle question je lui poserais? Peut-être sur les marchés, on se taperait une barre. Tu sais, en NBA, il est d'accord, pas d'accord, tu vois, sur certains débats. Je crois que le Et marché faisait pas ouais, ça partie de devait ses sans règles à doute pas lui pour le coup. exister. Bah ouais, je pense. J'ai peu de culture sur tout ça. C'est vrai que je me suis jamais intéressé à la création du basket. Mais non, je sais pas. Je suis désolé. Je m'excuse, je sais pas trop ce que je lui aurais demandé. Et moi, je lui demanderais si quand même il avait imaginé que ça serait aussi simple, même parfois pour des gamins de 15 ans, de mettre la balle directement dans le panier en sautant, quand il a choisi la hauteur du panier qui était la hauteur de son balcon, qui devait lui sembler inatteignable comme cible. Et voilà, je lui demanderais peut-être tout simplement ça. Euh, Allez, on va enchaîner. J'ai deux questions qui concernent les Spurs. Je vais te les poser
Yes. l'une après l'autre. La première qui nous est envoyée par Miguel et qui nous dit ceci. Bonjour, je m'appelle Miguel, je vous accompagne depuis un moment, notamment en ayant mon nom sur votre premier MOOC. Alors chapeau, parce qu'effectivement, pour le premier Pas MOOC, mal. on avait fait appel à un financement participatif et dans lequel on avait inscrit le nom de tous les participants à ce financement. Donc merci Miguel. J'ai eu le plaisir d'entendre votre réponse à ma question sur Phil Jackson et Iverson. Alors je tente une deuxième question. Le métier de coach m'intrigue et je resterai donc sur ce thème. Cette fois-ci, c'est sur Popovic et Wembanyama. Je pense que Pop avait dans l'idée de faire jouer Wemby en 5, mais qu'il ne pouvait pas le lui dire directement, donc pour lui faire comprendre, sans le frustrer, il l'a fait jouer en 4. Les interviews de Victor laissaient entendre qu'il voulait jouer à tous les postes. L'expérience montre qu'il est plus à l'aise en pivot quand il est fort. Victor accepte donc plus facilement d'être à ce poste et Pop peut l'installer à ce poste sans tension. Que pensez-vous de cette théorie, douteuse ou non douteuse ? J'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Je pense que la volonté de mettre Wembanyama avec un autre intérieur au début de sa carrière, c'était purement pour la protection, comme certaines équipes l'ont fait pendant très longtemps avec Anthony Davis, bien au-delà du stade où il venait seulement d'arriver en NBA. Wembanyama, il avait 19 ans, il était frêle, il est frêle, il était encore plus frêle. Il fallait le mettre avec un autre intérieur et je pense que c'était pas une idée de on va le mettre 4 parce qu'il veut jouer 4 parce qu'au final aujourd'hui déjà il joue 5. La saison vient de reprendre, c'est Jérémy Sohan qui est par définition le poste 4 et d'ailleurs c'est intriguant parce que les pivots adverses ils défendent sur Sohan depuis le début de la saison mais tu vois c'est histoire de poste déjà je suis pas sûr que les coachs NBA accordent autant d'importance au poste que nous. Je pense que ça fait bien longtemps que eux ont dépassé ce cadre. Brad Stevens expliquait un truc très intéressant et ça date déjà d'il y a quelques années quand il était coach. Il disait mais vous êtes là avec vos trucs de point guard, shooting forward, etc. Pour nous, il n'y a que 3 postes, c'est guard, bigs et wings. Tu vois, il n'y a que 3. Et même moi, aujourd'hui, en fait, c'est toujours encore comme ça que je raisonne. C'est qui porte la balle, qui pose les écrans, qui attend dans le corner pour exagérer le trait, tu vois. C'est pas évidemment pas aussi simple que ça. L'idéal, c'est d'avoir des mecs qui font un peu tout. Mais du coup, non, je pense que Wembanyama, il n'a pas boudé à l'idée d'être 4 ou 5. Wembanyama, ce qu'il veut, c'est jouer son jeu, ne pas être enfermé dans une case. Et évidemment qu'il est plus à l'aise en 5, mais je te le répète, encore une fois, sur ce début de saison, il joue 5. Il y a 4 extérieurs autour de lui. Jérémy Sohan, c'est un poste 4. C'est même pas vraiment un ailier fort, Jérémy Sohan. C'est les trucs hybrides, tu vois. C'est des joueurs un peu particuliers. Donc, je pense pas qu'il y ait vraiment eu une prise de bec ou quoi que ce soit. Enfin, même pas prise de bec, je sais que c'était pas ça l'objet de la question, mais je pense pas que ça n'ait jamais été que ce soit un jour été, que ça ait. Bref, vous avez compris. Ça n'a pas été un sujet. Ouais, que ce fut un sujet de frustration, voilà. Ouais, écoute, je partage en bonne partie ton avis. La seule, je pense quand même que Victor, en fait, depuis le début, dans sa psychologie et même dans ce qu'il exprime très clairement, il y a cette volonté de ne pas être enfermé dans une case. Et donc, je pense que malgré tout, San Antonio a aussi fait attention à ça. Je pense que c'est, comme tu as dit, c'était une manière de le protéger, aussi de pouvoir enlever tout de suite le côté il faut qu'il prenne du muscle parce qu'il faut qu'il joue à l'intérieur, donc ce que tu disais Antoine, mais je pense quand même en façade il y a aussi peut-être un petit peu de, c'était aussi comment dire, lui une espèce de main tendue pour sa première saison, de lui dire bon bah voilà, regarde, vraiment on veut pas t'enfermer dans une case, ce qui a été le cas toute l'année dernière, hein. De toute façon on va voir, tu peux faire un petit peu ce que tu veux, même si je pense que c'était plus cadré qu'on ne peut l'imaginer, mais il y avait quand même beaucoup de ça l'an dernier, donc sur la première saison je pense. Après, ce qui me fait marrer, ça me fait penser à 2 choses. Ça me fait penser à, en fin de carrière, alors je ne me rappelle plus quel était le pivot qui était associé à Tim Duncan, mais le pivot était blessé et en gros, était en conférence de presse. Enfin, les coachs s'entretiennent avec la presse parfois avant les matchs et quelqu'un demande bon, mais qui est-ce que vous allez faire jouer pivot ce soir? Et Popovic a dit Tim Duncan comme tous les soirs depuis 25 ans, quoi. En gros, que finalement, c'était pareil pour Duncan, en fait. C'est ce que tu disais, il joue intérieur, que ce soit. Il protégeait le cercle comme un intérieur, il attaquait poste bas, il attaquait poste haut. De toute façon, tu peux lui mettre l'étiquette que tu veux, quoi. Et juste pour rester sur le côté, les petites anecdotes, j'écoutais récemment, tu sais, le podcast Knuckleheads de Quentin Richardson et Darius Miles. Il recevait Lamarcus Aldridge. Et pour le coup, il racontait une anecdote marrante de quand il était à Portland, une année où on connaît les problèmes de malédiction de blessure du côté de Portland. Et c'était une de ces fameuses années où Greg Oden était encore blessé. Je sais plus, il y avait un deuxième pivot qui était encore blessé. Et même Joel Prisbilla, qui devait être sans doute le troisième pivot, s'était fait, je crois, le tendon d'Achille
d'Achille en glissant dans la douche à Portland, donc c'était la malédiction, et à tel point que Lamarcus Aldridge avait refusé lors de l'introduction des équipes qu'on dit, tu sais, quand on le présente, qu'on dise qu'il était pivot, quoi. Il Ah a dit oui, non, oui, il y a trop de malédictions, donc je m'en fous. Vous pouvez dire pivot pour un arrière ou un ailier, ou alors vous mettez 2 power forward, mais il refusait strictement qu'on puisse, au moment de la présentation des joueurs, qu'on puisse dire au poste de pivot Lamarcus Aldridge. Donc ça m'a fait sourire. Et en même temps, tu vois quand même que parfois les appellations, ça touche les joueurs en fait. Plus même sans doute, je pense, que les entraîneurs, comme ce que tu disais, Antoine. yes. Allez, j'enchaîne avec la deuxième question, toujours sur les intérieurs des Spurs. C'est une question envoyée par Jean qui nous dit: bonjour à toute votre merveilleuse équipe. J'ai le plaisir de vous dire que je ne vous écoute plus uniquement pour les tâches ménagères, mais également sur mes trajets en vélo, ce qui me met de meilleure humeur face aux chauffards et autres petits touristes japonais perdus en traversant sans regarder la rue de Rivoli, car trop éblouis par la Joconde qu'ils viennent de voir à travers leur objectif. Vous rendez le monde meilleur, merci. Donc tu vois, tu contribues à sauver des vies, Antoine, sache-le. Ça me fait plaisir. J'ai une question, sans en être une, autour d'un joueur dont on parle peu, Zach Collins. Est-ce un joueur sous-coté? Le mec a la tâche lourdement et merveilleusement ingrate de remplacer entre guillemets Wembanyama. Il se jette au sol, s'arrache sur tous les ballons, est fair-play et respectueux les arbitres en plus. Si, preuve à l'appui, protège ses coéquipiers des méchants et il peut aussi mettre quelques cartons. Et dans tout ça, il a rarement l'honneur de jouer avec le franchise player. Mon cœur a ses raisons qui me convainquent que c'est un pilier de l'équipe dont on ne parle pas assez quand on parle des Spurs. Partagez-vous cette idée? Où le placeriez-vous dans l'histoire des joueurs troisième couteau fidèles et bons au grand cœur, mais condamnés à être la doublure de la star? Sniff, en espérant qu'il aurait au moins son quart d'heure de gloire dans votre CQFR. Merci pour votre réponse et à la prochaine question, je promets de me réinventer encore une fois pour l'introduction, car vous ne rendez pas la tâche facile, entre parenthèses, mais plus facile que celle de Zach, dans les enchères pour décrire votre super travail. Pardon. Bah, déjà, merci beaucoup. Où placer Zach Collins parmi les troisièmes couteaux en pivot? Je sais pas, loin en fait, j'ai envie de dire malheureusement. C'est un joueur, moi pour le coup, j'ai suivi le début de sa carrière et avait un peu semi-engouement. Alors je me souviens plus exactement combien il est drafté, mais de tête, je dirais 9e ou quelque chose comme ça. Peut-être que je me trompe, hein, qu'il est pris beaucoup plus loin, mais je sais que c'était aux Blazers. Un peu déçu. Je t'avoue, c'est un mec qui a jamais percé. Après, oui, tant mieux s'il arrive à s'inventer un rôle de vétéran pour tenir dans cette ligue. Mais ouais, j'espérais qu'il passe un cap. Après, il y a eu des blessures qui l'ont pas aidé aussi. À Portland notamment, Ouais. on parlait des malédictions, des big man. Mais écoute, moi j'aime vraiment bien Zach Collins en fait. Je sais que l'an dernier c'est pas mal fait allumer parce que justement l'an dernier il jouait avec Victor en début de saison en tout cas. C'était lui qui était aligné au poste de pivot à côté de Victor. Je sais que certains trouvaient qu'il avait trop de ballons, qu'on avait l'impression qu'on jouait pour lui au lieu de jouer pour Victor Wembanyama. Je partageais pas trop cet avis. Moi, j'aime bien quand même. Je trouve que c'est un joueur solide, un joueur de rotation vraiment solide. Et tu le sais, Antoine, j'ai toujours un faible pour les intérieurs défensifs de devoir, que ce soit les Kevon Looney, les Stephen Adams. Alors, et bien sûr, ça ne sera pas le joueur qu'on a cru qu'il pourrait devenir, sans doute, notamment du côté de Portland avant ses blessures. Mais je trouve que c'est vraiment un intérieur solide qui est parfait pour San Antonio et qui, effectivement, en fait, je ne sais pas comment dire, il réussit un peu comme Kevon Looney, en fait. Il fait tout un tas de choses qui semblent simples. Sécuriser le rebond, ou tu sais, juste arriver au rebond offensif, prendre et remettre tout de suite. Mais au bout du compte, tu te rends compte que c'est pas si facile, en fait, d'être aussi constant dans ces petites choses qui semblent simples et qui sont les, comment dire, les choses qu'on demande à des joueurs de rotation. Je sais que c'est un peu un cliché de dire à chacun d'être je sais plus ce que c'est la phrase exactement, mais tu sais, d'être la star de son rôle, en fait. Et ça, que tout le monde peut pas être une star dans l'équipe, mais que tu sois la star de ton rôle. Et c'est pas si simple à faire. Et je trouve que effectivement Zach Collins le fait très bien. Après, sur le classement des troisième, je sais plus qui était la formule, troisième couteau, je pense qu'il est loin. Troisième là, moi. Ouais. Allez, question de Simon au sujet des Warriors. Salut la Team Rivers. Attends, je passe un petit peu parce qu'il y a des compliments qui font chaud au cœur, mais je vais les passer. Je voulais avoir votre avis sur mon équipe de cœur, les Warriors. Que pensez-vous de leur début de saison? Pardon. Quelle est votre fourchette pour leur post-season?
Et interrogation finale, on sait qu'ils n'iront pas au titre avec ce roster-là. Quel trade devront-ils faire sachant qu'ils n'ont pas de vrai pivot? Pourront-ils aller chercher Valanciunas, Jarrett Allen ou d'autres? Merci de votre réponse et bon courage. PS, je suis un ado de 14 ans et je trouve que le All-Star Game est pourri. Il permet juste aux joueurs de se reposer. C'est bien que maintenant on a tous les ados qui nous donnent leur avis sur le All-Star Game, ça fait plaisir. Golden State, le range là dans l'état sans trade, je dirais que ça va deuxième tour max. Je pense que ça va pas au-delà du deuxième tour. Mais gagner une série, ça dépend contre qui tu tombes, ça dépend des forces en présence, de ce qu'il y a en face, qui sait. Je dirais qu'on est plus sur premier tour, mais ça dépend. Vraiment, ça dépend. Et encore, si les Warriors partent avec l'avantage du terrain, pourquoi pas? Tu vois, je suis sûr second tour, en tout cas une équipe qui a priori peut passer un tour. Il y a des équipes où tu sais que ça va en playoff, ça va direct sortir, quel que soit l'adversaire, quel que soit le contexte, etc. Là, je me dis, bon, il y a peut-être le moyen de gagner une série, même si je suis de base plus sur premier tour. Il y avait une question sur le trade, mais il y en avait une entre les deux. Il y avait, attends, je te redis ça. Ah oui, Jarrett Allen, oui, c'était les pivots. Je crois que Jarrett... sur les trades, justement. Jarrett Allen, je crois que je l'avais déjà cité, moi, pour le coup. J'avais déjà dit qu'il y avait un scénario et on avait après parlé de Kevon Looney. Moi, j'ai déjà nommé un trade, je vais le redonner, c'est celui avec Jimmy Butler. Je pense que je suis prêt à faire ce trade si j'ai une semi-assurance. On sait que le tampering, ça existe, il faut arrêter. Si j'ai une petite assurance que Jimmy, ça va, et qu'il est capable de me donner une campagne de playoff. S'il est capable de me donner une campagne de playoff au niveau qui est le sien, arrête, bien sûr qu'il peut se blesser pendant cette campagne de playoff, mais ça, c'est un risque que je suis prêt à prendre. S'il est capable de me donner ça, je fais Wiggins, Kuminga et Melton contre Jimmy Butler. Si je me rends compte qu'il n'est pas capable de me la donner, je vais être ultra putaclic, sachant que dans le CQFR d'hier, on a dit tout l'inverse en disant que les rumeurs autour d'Yanis c'était n'importe quoi. Mais si je suis les Warriors, je suis très 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 attentif, comme toutes les équipes, à ce qui se passe du côté de Milwaukee. Et pareil, on reste sur le tampering. Je suis Steph Curry, j'envoie plein de petits SMS à Yanis Antetokounmpo. On s'entend très bien. T'as vu All-Star Game, c'était cool, viens. Et là, je pense qu'avec Yanis, mais je vois pas je me dis qu'il y aura toujours forcément. Si les Bucks venaient, encore une fois, les Bucks ne transféreront pas Giannis Antetokounmpo, même s'ils demandaient son trade. Pourquoi le faire en cours de saison quand tu peux le faire en juin, tu vois, ça, en juillet, ça n'a pas d'intérêt. Tu vois, autant lui dire, bah attends, viens, on essaye quand même cette année, tu vois. Donc là, ouais, je pars dans un truc qui n'arrivera pas, ça me gêne. Je suis plus sur juillet, voilà, je suis sur juillet. Je tente ma chance avec Yanis et cette saison on fait ce qu'on peut. Mais oui, un trade en cours de saison là, Jarrett Allen, je trouvais ça éventuellement intéressant, même si je suis pas certain que ça ose tant que ça Déjà, je suis pas certain que les Cavs le fassent ce trade. À part Butler, c'est dur. Hein. Moi, je fais pas Ingram, je fais pas Lavine. Il y a peu de trades qui me branchent en fait. Il faudrait un mec qu'on n'a pas vu venir. Je fais pas Kawhi. Je fais pas Kawhi. Je sais pas qui je fais. Excuse-moi, Théo, j'en profite pour regarder en vitesse. Non, vas-y. Tu vois, si les Suns s'étaient un peu cassé la gueule, mais c'est pas le cas. Et je réfléchis en même temps. Dallas, il n'y aura pas. New Orleans, c'est Ingram la cible. Si Zion était disponible, je ferais Zion, moi. Moi, je ferais Zion. Si je suis les Warriors, je te jure, je ferais Zion. Même en lâchant Wiggins, Kuminga, les deux, il n'y a pas de problème. Je le ferais Zion, je ferais Zion. Je continue, je fais mon tour. À Sacramento, non, il n'y a personne. Vas-y, si tu veux commencer à répondre, si tu veux, je peux. Non, mais je vais rebondir sur ce que tu as dit. Tu vois, Zion et Giannis, de toute façon, c'est deux joueurs, je pense qu'effectivement, tu peux trader tous les assets dont tu parlais. Parce que soit suffisamment jeune, soit suffisamment fort pour que ça vaille le coup, en fait. Et effectivement, Zion dans le collectif des Warriors, tu vois le bordel que ce sera en attaque. Je pense que ça pourrait vraiment fonctionner. Après, il y aurait toujours la question de son état de santé. Par contre, dans le jeu, là, pour le coup, ça t'enlève toute la pression d'avoir un tir extérieur fiable. Il peut jouer tel qu'il joue maintenant et ça colle parfaitement. Pour ce que j'aimais bien en fait dans la proposition qui était envoyée par Simon, c'était qu'il partait sur les intérieurs parce que sinon, honnêtement, tu vois, bon, Yanis, c'est pas un 3, c'est pas vraiment un 3. Mais moi j'aime bien Wiggins, en fait. Et vraiment, je serais assez frileux de la part des Warriors à trader Wiggins pour Butler, on en avait déjà parlé, mais pour d'autres postes 3, en fait. Je trouve que c'est quand même vraiment solide au poste 3. Il fait un bon début de saison. Bon, là, il est blessé. C'est quasiment l'une des premières fois de sa carrière qui manque des matchs pour blessure. Je crois que c'est spasme au dos, je crois, il me semble.
Mais j'aimais bien les propositions d'intérieur que donnait Simon. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Je sais que les Warriors, enfin que les Bucks essaieront pas de trader Yanis, mais si tu peux faire Yanis, bien sûr que tu le fais en fait. Ouais. Tu mets tout ce qu'il faut. Enfin, tu trades la maison, tout le monde sauf Stephen Curry. Bien sûr que tu le fais. Je pense pas que les Bucks, effectivement, en soient à ce stade-là. Par contre, Zion, ça peut Zion, c'est arriver. intéressant parce que il y a un moment, New Orleans va devoir se poser les vraies questions aussi. Que ce soit pour Ingram ou pour Zion ou pour. Tu trades Wiggins pour Markkanen? Il peut pas. Ah, il peut pas. Il peut pas être tradé. Ah, parce qu'il a prolongé cet Ouais, il été, peut ça pas être oui. tradé. Ouais, Parce que ouais, celui-là était exact. intéressant aussi. Oui, parce que c'était ce qui était étonnant d'ailleurs de la part d'Utah. On s'était posé la question pourquoi signer l'extension maintenant si derrière ça ne te permet pas de le trader. Mais effectivement. Après, je comprends hein, que Utah garde Markkanen. Parce que si Oui, tu bah peux oui. être mauvais et garder Markkanen, tant mieux. Si tu peux avoir Cooper Flag et Markkanen, c'est mieux que d'avoir juste Cooper Flag et les futurs choix de draft, quoi. Non, c'est clair. Même si il faudra voir comment ils peuvent. Ouais, ils vont réussir à jouer ensemble, mais de toute façon, au pire, après, au bout d'un moment, tu pourras toujours transférer Markkanen. Ouais. Ouais, moi non plus, Wiggins, je le transfère pas pour n'importe quel mec. J'aime bien l'idée d'un 3-4, tu vois, plus que d'un 5 au final. L'identité des Warriors, c'est Draymond Green, le pivot, tu vois, ou c'est même Kevin Looney. Moi, j'aime bien. Kevin Looney, si tu as J'aime 4 très beaucoup. bons joueurs autour, ça me va parfaitement, en fait, en protection de cercle. J'ai pas envie de. J'aime pas. Je sais pas, j'aime pas. Je trouve que Jokic est une exception, mais tu sais, tu as de l'argent. En tant que franchise, tu as une masse à répartir. J'ai pas envie de mettre trop de thunes sur mes pivots perso. Donc en fait, un Kevin Looney, pour moi, ça fait le taf moins bien qu'un Jarrett Allen, évidemment. Mais pour 2 fois moins de prix, tu as ce genre de mec. Et je préfère avoir un Looney et répartir ma thune derrière sur les 4 autres postes. Tu vois. Du coup, je serais pas sur la recherche absolue d'un pivot. Surtout que je pense qu'il y aurait trop d'assets à lâcher pour ce que tu récupères. Mais bon, on va savoir. Là, ils ont tellement de profondeur. Il y a peut-être un deal qui peut se faire assez facilement. Mais ça, je pense que Jarrett Allen, c'est mort. Les Cavaliers ont trop bien commencé. Il n'y aura pas de trade. Valanciunas, oui, pourquoi pas, mais je ne me dis pas que ça ferait vraiment passer un cap aux Warriors. Tu vois, ça ne ferait pas hausser le plafond qu'on a fixé au début, qui est premier, deuxième tour. Je ne vois pas les Warriors d'un coup être un candidat au final de conférence parce que tu as fait venir Valanciunas. Il y avait qui? Il y avait Allen et c'était qui le troisième? C'était ça, et Valanciunas, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, en tout cas, il n'y a aucun pivot, tu vois, même Vucevic, aucun pivot de cette catégorie. Je me dis, ok, là, les Warriors ont passé un cap. J'ai l'impression que pour passer un cap, c'est vraiment, il faut une star, il faut un mec qui est plus fort que Wiggins. Mais tu n'auras pas beaucoup de mecs plus forts que Wiggins Mm. disponibles. Zion est peut-être la piste. Zion Butler, c'est peut-être les pistes les plus fiables parmi ceux que je serais prêt à faire. Lavin, Ingram, tout ça, je fais pas. Les mecs des Kings, je fais pas. Les mecs des Kings, ils sont même pas dans les rumeurs, mais tu vois, tous ces gars-là, je fais pas. Il y a aucun Ouais, joueur de Brooklyn que je fais non plus. Enfin, voilà. non, c'est intéressant parce qu'en fait, moi, je pense que les Warriors peuvent être un contender même s'ils n'ont pas un joueur en plus, si le joueur en plus est pas meilleur que Wiggins. Alors, c'est pour ça que je t'avais parlé de D'Anthony Simons, tu vois, parce que si tu arrives à garder Wiggins et que tu as un 2, tu vois, qui peut apporter des points, ou alors il faut que si tu remplaces Wiggins, il faut vraiment que ça soit un joueur qui est vraiment d'un niveau au-dessus. C'est pour ça que quand tu parles de Yanis et de Zion, là, je dis oui, vraiment. Mais sinon, je suis pas convaincu, moi. Alors, attends, parce que le problème de. Moi, Simons, que j'aime bien, j'ai toujours. C'est dur de l'évaluer, en fait. Tu vois, il a brillé que dans des équipes qui sont mauvaises, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais pas ce que Ouais, ça va donner dans un système. Oui, peut-être qu'il va juste se contenter de tirer, mais au final, Simon, c'est pas un spot-up shooter, tu vois. C'est un mec qui a la balle. Après, oui, il leur ferait du pas bien. uniquement, hein. Pas uniquement, hein. Si tu regardes, c'est en réception de tir quand il jouait encore avec Damien Lillard à 3 points. C'est vraiment un shooter élite. Alors, c'est pas Klay Thompson, mais c'était pas si loin que ça en termes de réussite. C'est un échantillon très faible, quand même, tu vois. C'est le tout début de sa carrière. Très faible. Bah, Il s'est développé sur le. Enfin, Simon, tu vois, ça fait pas si c'était sur longtemps deux qu'il. saisons pleines. Ça a quand même été sur saisons pleines, tu vois, son émergence avec Lillard. T'es sûr? Ouais, oui, si, c'est vrai, 2021-2020. Est-ce qu'il y a Lillard sur tous les. Je regarde en même temps. Parce qu'il a joué combien de matchs, Lillard, sur ces saisons-là, tu vois? On a 2 saisons où, effectivement, mais est-ce que Lillard, il joue beaucoup de matchs sur ces 2 dernières saisons à Portland? Dans mes souvenirs, tu vois, Tu vois, 29 matchs, il n'y en a qu'une, en fait, tu vois. Tu vois, dans mes souvenirs, je ne l'ai pas vu si souvent que ça ensemble. Finalement, il n'y en a qu'une, c'est 2022-2023, où là, effectivement, Simons commence à passer un cap. Et il est à 37% à 3 points. Donc, enfin, je sais pas. Moi, je sais pas le truc qui me fait le plus fantasmer, surtout qu'en fait, ce deal, si tu le fais, si tu es Golden State, tu es obligé de lâcher
Alors, t'es pas obligé de lâcher Wiggins, mais il va falloir, je sais pas, tu fais Melton et Gary Payton. T'as gagné en talent, mais je sais pas. Je me dis pas que c'est le deal qui vraiment fait passer un cap à Golden State. Tu te rapproches plus de OK, c'est sûr qu'on va gagner une série, mais je sais pas. Après, je sous-estime peut-être Anthony Simmons depuis des années, hein. Ça fait des années qu'à chaque fois qu'on parle de lui, je suis en mode je rabaisse, je temporise, etc. Alors que c'est un mec qui a du talent et c'est un joueur que j'aime bien. Je le trouve sympa à avoir joué, mais j'ai du mal à le situer, tu vois, dans Mais cette ligue. je le vois pas comme une star, hein. Je préfère préciser, je vois pas comme une star potentielle, mais en fait, je trouve qu'il a un skill set très. Enfin, je trouve que son talent est très clair et que je vois exactement ce que ça donnerait aux Warriors, en fait. Tu vois, Mm. c'est plus ça, mais je le vois pas comme une star, en fait. Et tu vois, je me dis que. Mais c'est peut-être là que je me trompe, c'est que Curry est encore suffisamment fort pour pouvoir porter une équipe si derrière t'as pas vraiment une hiérarchie classique comme en 2022 en fait. Tu vois, finalement, c'est Wiggins qui est le deuxième meilleur joueur, mais il est All-Star, mais un peu par hasard. C'est pas une star non plus, tu vois, le Wiggins Mm. de 2022. Il joue comme un super role-player, en fait. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et je pense que si t'as Curry et deux super role-players et Draymond Green, et puis la manière, et puis du talent quand même autour, moi, je pense, j'ai pas dit que ce serait champion, mais je pense que Mm. ça te fait de toi un contender, en fait. Je sais pas, je suis plus sceptique. J'ai l'impression que la ligue qui a eu une vraie hausse de talent depuis. Je suis pas certain qu'avec deux vrais role-players, mais bon, taille loin. Mais bon, ça se tient et puis ça sera intéressant à voir. En tout cas, l'équipe de Golden State, ce qui est sûr, c'est qu'elle est sexiste cette saison. Carrément. Allez, une autre question, alors anonyme. La personne qui a posé la question a préféré rester anonyme. Vous avez parlé du maillot des Hawks de Dominique Wilkins et de l'horreur du design actuel pour l'équipe de Zachary Rizaché. J'ai revu, je le trouve pas si horrible quand même, le Non, maillot moi des non Hawks. plus, je Bref. trouve pas horrible non plus. Pareil, j'allais dire, c'est pas une horreur. Je me demande alors, quel est pour vous le plus beau jersey jamais porté en saison par une franchise et également quel est le pire selon vous. Je vous souhaite une bonne journée et bon courage pour vos projets. Alors, le pire, n'importe quel camo des Spurs. Alors, pardon, ouais, je rectifie sur les Hawks. Pareil, hein, je suis comme toi, je trouve pas qu'il est horrible. D'ailleurs, le maillot noir avec les bandes jaunes sur le côté, jaune doré, il est plutôt beau, mais il n'y a pas un maillot des Hawks où c'était au point. Je me souviens que cette discussion tournait autour du fait que je voulais un maillot de Rizaché et je disais, je vois pas quel maillot des Hawks prendre, tu vois. Déjà, sachant que c'est un maillot des Hawks, le rouge et le jaune, et le rouge est pas moche, tu vois, mais c'est pas en mode, ah, je vais lâcher, ça coûte tellement cher ces conneries, tu vois, autant d'argent pour ce maillot-là que je trouve pas non plus extraordinaire. Et le noir, je le trouve joli, mais pas non plus pas des masses. Après, à l'échelle de la ligue, oui, ça reste correct. Les maillots les plus moches, pour moi, c'est les camos des Spurs. Ils sont hideux, infects, tout ce que tu veux. Et les Mavericks ont fait un maillot sac poubelle qui était ignoble. Ça me vient en tête tout de suite pour les maillots moches. Pour les beaux maillots, je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais moi j'adorais le violet des Raptors avec le dinosaure rouge. J'ai toujours trouvé stylé. Je dirais que ceux de Chicago, le classique de Chicago est plutôt beau gosse. Je peux t'en citer un paquet, il y en a plein qui me viendront en tête. Moi j'aime beaucoup les maillots des années 90, peut-être c'est par nostalgie, c'est les moments où j'ai découvert le basket, mais il y a pas mal de maillots des années 90 que je trouve chouettes. Euh, même les maillots des Grizzlies de Vancouver, je les trouve beaux. Après, je sais pas si c'est les plus beaux. Là, je te donne certains beaux qui me viennent en tête. C'est pas forcément le plus beau qui m'est venu en tête. Écoute, pour commencer par les Hawks, moi j'aime bien celui, était l'alternatif avec MLK là, qui mettent pour le MLKD, là, je trouve plutôt réussi. Ça, c'était juste pour les Hawks. Euh, alors moi, pour les maillots moches, t'as cité les plus horribles. Moi, de règle générale, je déteste les maillots à rayures. Donc les maillots les Rockets avec les rayures, les Pacers avec les rayures, même les Bulls avec les rayures, je pouvais pas. Désolé, ça je peux pas. Euh, Parmi les plus beaux, alors t'as cité celui des Bulls bien sûr. Moi, j'adore le maillot des Blazers depuis tout temps, en fait. Le noir, je trouve hyper classe avec le logo de Portland, je trouve magnifique. Et moi, j'adore aussi le maillot des Lakers, mais pas le maillot jaune ou violet. Tu sais, celui des années 60 de Jerry West, là, qu'ils avaient ressorti à un moment avec le bleu, là, avec le Los Ouais, Angeles marqué en je espèce vois. d'écriture enchaînée. Là. Ça, je pense que c'est les maillots que j'ai trouvé les plus beaux. Ouais. Nice. Allez, autre question qui concerne les règles FIBA et NBA. Question qui nous est envoyée par Pierre qui dit: Salut l'équipe, récemment vous avez eu des questions sur les règles NBA. Théo a pu notamment évoquer le cas des fautes techniques qui devraient compter parmi
qui devraient compter comme des fautes personnelles. Je vous propose d'aller plus loin dans le changement et de mixer les règles FIBA et les règles NBA pour avoir le règlement ultime. Personnellement, je reculerai la ligne à 3 points FIBA pour coller à la distance NBA et je supprimerai la règle des 3 secondes en défense en NBA pour forcer les équipes à faire bouger les grands qui attendent dans la raquette. Et vous, qu'est-ce que vous changeriez? Encore merci à vous pour tout, votre boulot, salut. Mais est-ce qu'on changera en FIBA du coup? Parce qu'il a... Ou dans tout Ben, basket. qu'est-ce Parce que que tu changerais redonne-moi la règle de la raquette, il a dit qu'en NBA, il voulait l'instaurer ou qu'il voulait l'enlever en FIBA? J'ai Non, raté un il petit. enlèverait les 3 secondes en défense. La règle des 3 secondes en défense Ok. en NBA En NBA, qui pour que empêche ce soit comme les en FIBA. défenses de zone. Ouais, voilà. Ça me plairait ça, moi. Parce qu'en même temps, Pareil. on garderait l'espace du terrain NBA, tout en ayant un peu cet esprit FIBA qui aiderait certaines équipes à défendre. C'est marrant, je réfléchissais sur la ligne de 3 points, je réfléchissais juste purement pour moi-même, parce que du coup, c'est dire que nous aussi, notre ligne, elle serait reculée, hein, tu vois, à notre niveau, à nos niveaux. Et ça me plairait, moi. J'aime bien shooter de très loin. Je sais pas, il y a un truc dans ma mécanique qui fait que j'y arrive un peu mieux à 1 mètre derrière la ligne que vraiment à 7 mètres. J'aime bien à 6 mètres, j'aime bien à 8 mètres. À 7 mètres, j'ai du mal. Je me foire toujours sur le timing. Je sais pas, il y a un truc. Enfin, je me foire pas toujours, mais tu vois, c'est pas ma distance préférentielle. Alors qu'à 8 mètres, en fait, je sais que je dois pousser plus et je sais pas, ça marche plus souvent. Enfin, bref. Donc, je réfléchissais à ça en même temps. Ça, je serais pas contre pour des raisons purement personnelles, mais pour le basket FIBA, je sais pas si en termes de compétition, vraiment, j'aimerais voir l'Euroleague avec une ligne 1 mètre plus loin. Après, c'est vrai Ça que serait pas 1 mètre plus loin, hein, Oh. c'est 30 ou 40 centimètres plus loin, simplement. Ouais, bah dans ma tête, ça faisait 1 mètre plus loin, mais bon. Non, non, non. C'était 1 mètre plus loin avant que la FIBA recule sa première ligne. Et c'est pour ça que je suis complètement d'accord avec Pierre. J'ai pas compris, à partir du moment où on reculait la ligne, pourquoi on la mettait pas carrément À direct la même distance, à ouais. la distance NBA. C'est vraiment que des histoires d'ego FIBA contre la NBA parce que ça n'a pas de sens en fait. Autant avoir les mêmes règles partout. Alors, autant que je m'instruise, on est à combien exactement là aujourd'hui en NBA, c'est 7,20 quelque chose, non? Tu sais Je vais ça? te Je redire. pense Mais que c'est je 7 pense mètres qu'il y a quelque chose. simplement une trentaine de centimètres entre. Ok. Et en FIBA, on Mais sera à 6 et quelques. Je oui, sais même pas ça. c'est même pas ça? Comment ça? Non, je dis, je sais même pas Ah, ça, quoi. C'est marrant que je sache pas mais ça. là tu me poses la question sur des chiffres. Moi je suis quand même le plus catastrophique. En plus, tu poses en direct, ce qui est Ouais, non. Mais la tu vois, base du podcasting, monsieur. après, Pose pas de questions dont on n'a pas les oui, réponses. j'ai dit 1 Ah, mètre, j'ai mais la réponse, j'ai la réponse. Donc non, c'est un peu plus. La ligne actuelle en FIBA est à 6,75 m et elle ok. est à 7,23 m en NBA. Donc il y Ouais, a donc 50 50, cm 50 centimètres de de différence. différence. Ouais. Après, j'ai dit 1 mètre, je me disais que c'est pas 1 mètre pile, mais ok. Ok, ouais, mais ça, je sais pas si je suis, à la limite, pour des questions, autant que ça soit la même partout, en fait. Et autant que ça soit la même ligne partout, et comme ça, même pour les compètes FIBA, quand les joueurs internationaux qui jouent en NBA reviennent, il n'y a pas forcément toujours une adaptation. Et oui, je répète, j'aime beaucoup la règle des 3 secondes dans la raquette en défense, le fait de l'enlever. Ça aiderait Moi, les équipes à défendre. je suis complètement d'accord. Et puis surtout, ça donnera encore un peu plus d'aspect tactique à l'NBA. Je trouve ça absurde. De toute façon, il y a déjà beaucoup d'espace. Les meilleurs joueurs s'adaptent. Et de la même manière, tu recules la ligne. C'est pas les shooters. Les vrais shooters, limite, j'ai envie de dire, ils vont même pas s'en rendre compte en fait que tu as reculé la ligne. Ils s'en foutent en fait. Ça te permet juste de faire le tri. Et, et je me dis que ça permettrait peut-être. Alors, la NBA n'est pas un exemple de ça hein, pour l'instant, mais de redévelopper un petit peu de jeu intermédiaire pour les joueurs qui seraient trop. Pour qui la ligne à 3 points reculée Trop serait loin. trop loin. Voilà, retrouver un petit peu d'alternance, mais je suis complètement d'accord avec ce que propose Pierre. Euh, une question sur ton équipe préférée, Antoine, je l'avais gardé exprès. Question de Benoît qui nous dit déjà pour commencer, un énorme bravo à vous. Les CQFR, le Hoop Culture et les MOOC rythment mes journées et surtout, ils infusent la culture basket hip-hop au cœur de mon foyer, tant et si bien que ma femme sait qui compose le duo Cool Pouzma et que mes gosses de 10 et 7 ans me lâchent des punchlines du genre les vraies légendes de Boston sont Russell et Bird ou Wow, A Tribe Called Quest, c'est juste ouf. Donc, complètement d'accord avec tes enfants, Benoît, je vois qu'ils sont à bonne école. Bref, j'ai l'impression quand je vous écoute ou que je vous lis de discuter avec des potes bien plus calés que moi. Et si votre travail est quotidien, je trouve que vous ne tombez pas dans la culture de l'instant pour répondre à une question d'un des auditeurs car vous faites toujours le pas de côté qui permet de recontextualiser. Bref, vous faites votre taf de journaliste, donc encore bravo. La bienséance étant passée, je vous livre ma question. Je sais que vous n'êtes pas spécialement consommateur des Wizards et même souvent critique vis-à-vis de la franchise. De mon côté, j'avoue m'y être fortement intéressé depuis la saison passée et l'arrivée de Bilal Koulibaly dans l'effectif. Koulibaly que j'adore au passage.
En effet, je vois en lui beaucoup de similitudes avec Michael Gelabal, joueur dont j'étais fan. Je trouve que la franchise me semble sur de bons rails. Les arrivées de Winger comme président et surtout de Will Dawkins comme GM sont pour moi de bons signes. De plus, je trouve les deux dernières drafts plutôt intelligentes. Je vois en Koulibaly un joueur avec un plafond très haut, voire même très très haut à la Paul George. Point d'interrogation. Et je pense que le fait de garder dans l'effectif le duo Poul et Kuzma assure que les médias auront les yeux braqués sur ces deux enfants de la balle, pour ne pas dire deux clowns croqueurs. Ce qui libère les jeunes Français de la pression médiatique quand les défaites s'empilent. De plus, il semblerait que les deux soient de bons camarades de vestiaire. Pardon. Je trouve aussi que l'arrivée d'Alexis Aginsa dans le staff est stratégique dans l'objectif de développer deux Français et surtout un intérieur de grande taille, mobile, avec un shoot à 3 points. Bref, j'aimerais connaître votre avis sur la situation de la franchise et un avis un peu plus poussé que juste leurs maillots sont dégueulasses, entre parenthèses Dark Pimel, ou, entre guillemets, je regarde juste pour voir jouer Bilal Koulibaly, entre parenthèses, sa magnificence Théophile Ier, carrément. Donc qu'est-ce que tu penses des Wizards, de Bilal Koulibaly et de l'avenir de cette équipe? Non, mais il a raison de souligner qu'il y a eu tout un turnover dans l'organigramme de la franchise. Euh, et c'est vrai que qu'il y a eu des choix un peu plus logiques. Il y aurait pu avoir plein d'erreurs dans la manière d'en drafter. Là, si tu regardes les derniers trades, les dernières drafts, etc., tu vois effectivement une cohérence, même dans ce qui se fait aujourd'hui. Je pense qu'il y aura même le transfert de Kuzma ou de Poole, quand ils vont arriver, ces transferts-là seront sans doute intelligents. En tout cas, on verra. Mais je trouve qu'il y a une logique. Ils n'ont pas cédé à l'urgence. Tu vois, l'an dernier, par exemple, Kuzma, il aurait pu être transféré. Je pense que ça aurait été une erreur. Et c'est vrai que drafter Bilal, drafter Alexandre Sarr, ça semble plutôt intéressant sur le papier, même si je pense que les Wizards, quelque part, ils espéraient déjà être en course peut-être pour le premier choix au moment où il y aurait eu Wembanyama, tu vois. Ils n'ont pas forcément drafté où ils voulaient, mais c'est vrai que Bilal en 9 Non, en 7 7, je crois, Bilal. Ça semble plutôt. Oui, pardon, il faut que j'arrête de te poser des questions en direct. Surtout sur des chiffres comme ça, j'ai Ouais, aucune c'est idée 7, de c'est quoi que ce 7. soit. Je suis C'est pas bon 7. client pour ça. Carlton Carrington, ça a l'air d'être une bonne pioche. Corey Crispert, Kyshon George. Et puis même, je vais même aller au-delà de la franchise sur le jeu. Les 2 matchs contre les Hawks, il y a des moments où ça joue en fait. Surtout le deuxième où il n'y a pas Kuzma. Il y a des moments où ça joue. Donc oui, il y a un truc qui se développe. Après, pour vraiment te sortir de ton marasme, il faut aussi avoir de la chance. Il faut un peu de chance. Et à un moment, il faut que tu draftes un mec qui te fasse passer vraiment un cap. Est-ce que Koulibaly ou Sarr seront des franchise players? Tu vois, moi perso, je trouve que c'est trop tôt pour le dire. J'espère que Koulibaly sera un joueur très solide et que Sarr sera lui aussi un vrai bon joueur de rotation. Il y a des flashs, il sera peut-être même plus que ça, qui sait. Mais aujourd'hui, ça me semble trop flou pour savoir combien de temps les Wizards vont mettre à se relever, etc. Mais effectivement, le projet est plus intéressant que d'autres, tu vois. Je vais peut-être tourner ça comme ça. Désolé, j'ai beaucoup bégayé. Ma réponse n'est pas forcément très claire, mais Non, mais en fait, je partage ton avis sur le fait que ce soit mieux géré. En fait, là, ce qui est difficile, c'est que j'ai pas l'impression que pour l'instant, il y a encore un projet en fait, du côté des Wizards. Parce que moi, j'ai bien aimé leur intersaison, en fait. Tu sais, ils récupèrent Richon Holmes, ils récupèrent Valanciunas, ils récupèrent Saddiq Bey qui est blessé, ils récupèrent Malcolm Brogdon. Je suis pas sûr qu'aucun de ces joueurs comment dire, ait, profil pour rester dans cette équipe des Wizards. Par contre, c'est des joueurs qui vont être intéressants, en fait, je trouve, pour mettre en place des trades. C'est que des joueurs où je me dis, bon, bah, je sais pas trop ce que Washington va en faire, mais par contre, s'ils veulent les packager ou s'ils veulent les échanger, c'est des mecs que des équipes seront potentiellement intéressées de récupérer, notamment à la deadline. Donc, je trouve effectivement que c'est bien géré. La comparaison de Bilal avec Michael Gelabal, moi, me plaît énormément parce que Michael Gelabal, c'est un des joueurs français que j'ai préféré. Et alors, autant ils ont des. Je trouve qu'ils ont des styles de jeu très différents, même s'ils peuvent avoir un impact similaire, notamment défensivement. Mais ce que j'aime bien avec eux, c'est que je trouve que c'est deux joueurs qui font pas beaucoup d'erreurs, en fait. Si tu regardes dans la prise de décision, ça va assez vite. Et ils ont, Michael, toute sa carrière, eu la capacité à jouer vraiment son rôle. Tout à l'heure, je parlais des mecs qui sont des stars de leur rôle. Michael Gelabal, c'était ça, quoi. Franchement, pour suivre toute sa carrière, le mec, il était à 12 points, je sais pas, à 50% de réussite, que ça soit à Cholet, que ça soit au Real Madrid où il a été champion, que ça soit en équipe de France. C'était l'un des mecs les plus sûrs, en fait. Et ça, je trouve que c'est un super compliment pour Bilal. C'est une super comparaison, même si je pense que Bilal
les atouts pour aller au-delà et faire une plus grande carrière que celle que Michael Gelabal, même si je pense que Michael Gelabal aurait pu faire une plus belle carrière, notamment en NBA, s'il était tombé dans une autre équipe. Et puis à une autre époque aussi. C'était C'est une autre de- époque, ouais. exactement. S'il était à Exactement. mi-chemin entre Gelabal et Paul George, c'est bien. Je pense que ça serait bien. Carrément. Et moi, je suis d'accord avec toi. Oui, les Wizards, le projet, il est pas encore défini. Et ça rejoint ce que j'ai dit sur le côté de chance, en fait. C'est que je pense qu'il n'y a pas encore le mec qu'ils ont identifié comme leur futur franchise player, tout simplement. Et c'est pour ça que pour l'instant, ils gardent Poole et Kuzma. C'est qu'ils disent. Je pense que là, le front office des Wizards, et pour moi, c'est intéressant, c'est intelligent, c'est de se dire on n'a pas encore la pierre angulaire autour de laquelle on va tourner, tu vois. Et peut-être que je pense qu'ils espèrent, comme beaucoup d'autres franchises, récupérer Cooper Flag ou un des nombreux autres très bons joueurs susceptibles d'être draftés en juin prochain. Et là, peut-être qu'ils se diront, OK, on a Sarr, imaginons que ce soit Ace Bailey ou un autre gars comme ça, on a Bilal. En plus, tu vois, Koulibaly, Sarr, c'est des mecs polyvalents. Donc, tu sais que quel que soit à peu près le joueur que tu vas drafter, ces mecs-là pourront s'adapter à ton projet. Là, commencera à avoir un petit noyau dur, je pense, avec le prochain pic. Et l'idée, ce sera de se dire, OK, le noyau dur est là. Regarde, il y a aussi Bob Carrington. On a des atouts de draft. Voyons voir. Maintenant, c'est peut-être le moment de passer la vitesse supérieure. On a fait 3 ans en bas. On essaie de voir progresser, de progresser progressivement. Non, mais c'est exactement ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'implication quand même de Bilal depuis le début de saison, de voir que Alex Sarr a des minutes qui soient bons ou qui soient moyens. Pour l'instant, il a des minutes. Donc, ils sont vraiment dans cette idée de développer leurs jeunes, et ça, c'est très bien. Et tu as raison quand tu parles, ils ont pas leur franchise player, mais en fait, sur les 30 équipes, il n'y a pas 30 équipes qui ont un Non, franchise player de toute façon, en fait. ouais, Donc clair. là, ils sont dans une période, je pense, d'évaluation du talent, de faire progresser les jeunes. Et après, à un moment, de toute façon, il faudra jouer pour essayer de grimper. Mais tu vois, je sais même pas si l'objectif, si l'idée, c'est d'avoir un franchise player tout de suite, tout de suite. Je pense en fait, j'ai l'impression qu'ils ont enfin fait ce qu'ils auraient dû faire il y a plus longtemps, c'est repartir du bas et reconstruire sur des bases vraiment saines. Ça veut pas dire en étant catastrophique, mais recommencer à monter un effectif qui tienne la route, qui fidélise un petit peu ton public, être compétitif, et puis après, bien sûr, essayer de choper un franchise player si t'en as l'opportunité, ou essayer d'aller le plus loin possible. Mais ouais, c'est limite, parce qu'on parlait de Chicago, alors Chicago qui a plutôt bien débuté la saison, mais j'ai l'impression que c'est la question que Chicago a jamais voulu se poser ces dernières saisons, en fait. Ouais. Ce qui est dommage. Ouais, c'est clair. Bon, on verra pour Chicago, on va pas leur porter l'œil. Là, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. J'ai 2 questions qui concernent les Knicks. Je vais commencer par la première qui nous a été envoyée par Thomas, qui nous dit: Bonjour l'équipe. Petit message pour vous dire tout d'abord que je vous écoute depuis un petit moment maintenant et je trouve vos podcasts quotidiens super intéressants et complets. Votre communication agressive entre guillemets avec un smiley concernant les MOOC a eu raison de moi et j'ai craqué sur le MOOC 11 sur Jojo et quel claque. Donc, il va continuer à faire à marteler les gens, pas de scrupules. Je trouve déjà que ce livre est hyper beau, les illustrations sont incroyables. Ensuite, le contenu est incroyable. J'avais un peu peur de ce système magazine, entre guillemets, avec les interviews, mais en fait, je trouve ça très intéressant. On apprend énormément de choses, c'est hyper complet. Merci Merci pour beaucoup. tous ces commentaires, Thomas. Mon compte en banque ne va pas être content car j'ai déjà commandé 2 autres MOOC et je pense que vous avez gagné un client régulier, donc c'est parfait. Je maintiens, faut continuer Abonne-toi, Thomas. le, le matraquage publicitaire. Petite introduction terminée, voici ma question. Fan d'Enix, où j'ai bien souffert pendant 25 ans avec un smiley qui pleure, pensez-vous que c'est enfin la fin de la galère, entre parenthèses, pendant au moins plusieurs années, des idées questionnables, et doit-on ériger une statue à Leon Rose? PS, je constate avec une grande déception que le MOOC sur New York est épuisé. Une réédition est-elle prévue? Merci pour tout ce que vous faites, continuez comme ça. Alors je réponds simplement pour le Ouais, MOOC New ouais, York. C'était déjà la réédition qui est épuisée, donc je pense que là, c'est pas pour tout de suite. ouais. Effectivement, je me souviens que c'est un MOOC New York sur lequel je recevais même des messages sur Messenger pour me demander si je pouvais en refourguer par des gens que je ne connais pas, tu vois. Bon. Non, on n'en a plus. Alors, ça dépend ce qu'on appelle sortir de la galère, mais oui, je pense que là, on est sur quelques belles années à venir des Knicks, parce que c'est très bien géré pour le coup. Là aussi, Léon Rose, il y a un paquet de bons choix. Jalen Bronson, il a 28 ans. Karl Anthony Towns, il a 28 ans. Michael Bridges, il a 28 ans. Josh Hart, il a 29 ans. Tu as un noyau dur de 4 mecs euh, euh, qui a au moins, je sais pas, au moins 3 ans minimum ensemble, tu vois. A priori, peut-être même plus. Et entre-temps, qui sait, il y aura peut-être d'autres bons choix qui feront venir d'autres joueurs. Et puis, je peux même penser
dans 3 ans, tu vois, généralement la ligue, elle se renouvelle quand même sous des espaces de 3-4 ans. Donc là, un autre gros trade des Knicks nous paraît improbable parce qu'ils viennent déjà de faire 4, mais dans 3-4 ans, si les Knicks ils ont été bons pendant 3 saisons de suite, 4 saisons de suite, même 5 saisons de suite, et que tout le monde sait, ah bah Leon Rose c'est sérieux, ce qui se passe à New York c'est beau, t'inquiète pas qu'il y a des joueurs qui vont vouloir retourner jouer à New York, ça reste quand même, on parlait de grand marché, c'est plus grande ville du pays, une terre de basket, hein, une salle légendaire, il y a peut-être des mecs qui viendront, qui auront envie de venir y jouer et ça pérennisera le truc. Mais je pense que oui, là, les supporters des Knicks sont certains, a priori, d'avoir au moins 3 saisons de suite là où ça va être très intéressant, sachant qu'ils en ont eu 2 très sympas récemment. Ça ferait une fenêtre de 5 ans. C'est énorme à l'échelle des Knicks. Mais je suis totalement d'accord avec toi et c'est impressionnant quand même de voir le retournement de situation et je partage aussi ton avis sur le fait que je pense que New York va redevenir attractif à condition que que le patron garde ses mains dans ses poches, sa bouche close et qu'il se Il aille montre faire pas. ses albums. Voilà, que James Dolan continue voilà, à l'ouvrir uniquement pour chanter dans des micros, dans des salles vides ou face aux Personne stagiaires de la n'écoute. boîte. Voilà, exactement. Mais par contre, oui, parce qu'en fait, quand je vois le statut qui est celui de Jalen Brunson aujourd'hui, manifestement, sa place dans le cœur des fans, sa place même enfin, dans le MOOC que vous découvrirez bientôt sur les smalls, sur les petits, là, Antoine a écrit un article sur Jalen Brunson, justement, et il y a une phrase que je vais divulguer de Clyde Frazier, qui dit carrément que Jalen Brunson est peut-être en passe de pouvoir devenir le plus grand joueur de l'histoire de la franchise, ou en tout cas une icône de la franchise. Si tu es une star... Regarde, Antoine, si tu prends les superstars NBA actuels, combien se disent mais moi je suis meilleur que Jalen Brunson? Un paquet, je pense. Et donc Ouais. tu dis mais attends, si je vais à New York, je peux être ça, je peux passer devant Brunson, avoir une ville qui vibre derrière moi. Je dis pas que c'est facile à faire ce que Jalen Brunson fait. Je pense que toutes les stars sont pas capables de le faire, mais par contre, je pense vraiment qu'effectivement ça redevient ou ça peut redevenir un marché vraiment attractif. Et comme toi, je trouve c'est bien géré. Là, à court terme, je vois pas de raison que New York ne soit plus compétitif. Est-ce qu'ils iront au bout? Bah, c'est à eux de le prouver, à eux de le faire, ça je sais pas. Mais par contre, avoir une bonne équipe année après année qui passe des tours de playoff, je pense que New York est vraiment en bonne situation pour le faire. Donc les fans des Knicks et surtout les vieux fans des Knicks savent à quel point c'était dur de revenir à ce niveau-là. Donc ils peuvent apprécier. Ouais. Yes. J'enchaîne avec une autre question qui concerne New York, qui nous est envoyée par Asdin, qui nous dit Salut les gars, pour cette semaine et rebondir sur vos avis de ce lundi pour cette première semaine de saison régulière, je voulais vous en soumettre un. Pardon, je suis désolé d'avoir cette fin de tout, je vous garantis que c'est la fin et que je vais pas décéder, ça va mieux, merci à ceux qui s'intéressaient de ma santé. Mais du coup, je reprends la question d'Asdin. Donc la question qu'a Asdin, donc son avis plutôt pour moi, le trade de Karl Anthony Towns est une énorme erreur de la part du front office des Knicks. Bien sûr, le fait qu'il joue en poste 5 du fait de la blessure de Robinson, cela n'aide pas. En effet, pas besoin de s'appeler Ettore Messina ou Sergio Scariolo pour comprendre que si ton protecteur de cercle est celui qui défend sur pick and roll C4, tu vas avoir un gros problème. Mais au-delà de ça, je pense que c'est une erreur totale de casting par rapport à la franchise. Il ne correspond pas à l'ADN de la franchise, ses replis en transition sont quasi inexistants, il trottine au milieu du parquet, c'est un défenseur très faible. Je ne sais pas si c'est le meilleur shooter de l'histoire comme il le prétend, mais je sais une chose, c'est le joueur le plus soft de l'histoire. C'est la softitude incarnée, c'est une diva qui préfère s'écarter au large et fuir le contact. Du coup, ma question, c'est pensez-vous que le gros chat Towns a 99% de chances de se faire manger dans la fosse au lion du Garden? Les Knicks doivent-ils ajouter un poste 5 qui fait le sale boulot pour le valoriser? Je pense que les Knicks chercheront à ajouter un poste 5 quoi qu'il arrive, mais pas forcément pour leurs 5 majeurs. Peut-être que ça sera justement pour se donner de la flexibilité et avoir des line-up où tu peux mettre 4 en poste 4. Euh, quand on a débriefé en long et en large ce trade des Knicks, on est revenu là-dessus. On n'a pas qualifié ça d'erreur. On a dit, moi par exemple, et je pense que je n'étais pas le seul à dire, je ne sais pas si ce trade il rend les Knicks bien meilleurs au point d'être vraiment un candidat au titre. Et je le pense encore aujourd'hui. Moi, je ne vois pas les Knicks gagner le titre. Je ne sais pas si je qualifierais pour autant le trade d'énorme erreur. Bien sûr que d'une certaine manière, j'aurais bien voulu voir déjà les 4 joueurs de Villanova ensemble. J'aurais bien voulu voir ce que ça aurait pu donner avec Dante DiVincenzo qui reste. Je pense quand même que les Knicks ont plus de talent après ce trade, en fait, sur l'ensemble, parce que Bridges et Towns sont arrivés. Pour moi, l'erreur, c'est comment dire.
Je la tourne plutôt autour de le départ d'Hartenstein, tu vois. Ça, pour moi, c'est un départ qui va peser. Et si je fais l'ensemble des sommes, ok, arrivée de Bridges, Towns, départ DiVincenzo, Randle, Hartenstein, voilà, on va résumer comme ça. Je me dis, ok, les Knicks sont peut-être un peu plus forts, j'en suis pas certain, mais ce que je suis assez convaincu, c'est qu'ils sont pas plus forts. Si jamais ils devaient être plus forts, ils sont pas plus forts au point d'être un vrai candidat au titre. Ça, c'est ma limite que j'ai posée maintenant plusieurs fois, au point de m'attirer la haine des supporters new-yorkais. Ceci étant dit, Towns, toutes les critiques envers lui peuvent être justifiées. C'est un mec qu'on a énormément chambré, qu'on a beaucoup critiqué sur cette chaîne, mais c'est un autre contexte. Et pour moi, c'est important. C'est que on juge des joueurs sur un contexte. Tout à l'heure, on parlait de Zion. Je suis persuadé que Zion, le moment où il change de franchise, il y aura moins de blessures. Il aura toujours des problèmes de santé, il y aura toujours des blessures. À un moment, ça va le suivre toute sa carrière, comme Anthony Davis à une époque, qui au passage joue beaucoup plus récemment, comme Kawhi Leonard. Tu as des mecs qui sont prônes, ils sont injury prone. Mais je pense que Zion, dans un autre contexte, il se blesserait moins. Et Towns, là aujourd'hui, dans un contexte new-yorkais, oui, peut-être qu'il y a des trucs qui ne sont pas dans son ADN à la base, ou qui ne sont pas dans sa culture, ou qui ne sont pas dans les habitudes. Je ne vais même pas dire que ce n'est pas dans son ADN, je vais dire que ce n'est pas dans les habitudes qu'il a développées à Minnesota. Mais là, il a l'occasion d'apprendre d'autres habitudes. Et j'ai l'impression qu'il est suffisamment intelligent pour être arrivé et pour se mettre en retrait, au point où je pense qu'ils ont dû lui dire vas-y, mon coco, tu as le droit de tirer toi aussi, t'inquiète pas, hein, t'es pas juste là pour nous passer la balle. Son match à 44 points, c'est après un match où il avait très peu shooté. Donc moi, je suis pas si inquiet que ça, en fait, pour Towns. Je pense il aura ses faiblesses, il va avoir des défauts. Il va avoir des défauts qui ont déjà été les siens. Il y a des trucs qui vont pas marcher aussi bien que ce que ça devrait marcher pour que les Knicks gagnent. Je pense pas que Karl Anthony Towns va être demain un des 10 meilleurs joueurs de la ligue qui porte New York, ou tu vois qu'il y aura un changement radical, et encore peut-être qu'il a pas besoin de l'être, hein, peut-être que c'est Bronson qui le sera tout simplement. Mais je pense pas non plus qu'on aura un mec qui va se planter complètement. Donc sur ça, je me dis je comprends l'idée du trade, surtout que Leon Rose était l'ancien agent de Karl Anthony Towns et qui se dit non mais avec nous ça peut marcher. Tu vois, je capte l'idée. Ouais, bah, moi, je leur dis encore une fois, moi j'aime bien ce que New York a fait. Je pense que ils se sont mis ils se sont mis en ordre de marche de manière à pouvoir, je pense, se dire on joue le titre. Et tu peux pas tout le temps le faire, ça. Tu peux pas le faire tous les ans. Un joueur comme Bronson, tu peux pas non plus attendre 3-4 ans, parce qu'après, ça sera trop tard. Donc, ils se sont mis en ordre de marche en disant bah, on veut essayer d'être champion. Et je pense que c'est pas impossible. Moi, je continue de penser que c'est pas impossible parce qu'une saison, c'est long. Tu sais pas ce qui se passe. Une star qui se blesse quelque part, à une circonstance heureux en playoff. Même si je pense en plus que New York a le talent pour vraiment être un contender à l'Est. En ce qui concerne l'ADN, moi, ce que j'aime en fait, là où ça me pose pas de problème, c'est que c'est pas lui le visage de la franchise, en fait. Et que c'est plus facile pour lui de se fondre dans ce que New York a déjà comme ADN, parce que l'ADN est très fort, en fait, de cette équipe, et il repose pas sur lui, en fait. Et je pense que, tu vois, ce qui était gênant du côté des... Ce qui était pas gênant, mais au Wolves, ils avaient toujours ce côté, bah, j'étais censé être le leader, maintenant c'est Anthony Edwards le leader, mais je suis quand même le co-leader, donc je suis quand même un peu la co-star. Là, j'ai l'impression qu'à New York, c'est beaucoup plus simple. Il y a Jalen Brunson et l'équipe, en fait. Et c'est pas pour dire que Jalen Brunson tire la couverture à lui, parce que je trouve pas que ce soit le cas, mais c'est lui qui donne le ton. C'est ce qu'on disait plus tôt dans la semaine. Si un dernier ballon, bah, il va le jouer. Ça veut pas dire que c'est lui qui va aller au bout, mais c'est la prise de décision, elle sera entre ses mains. Et je pense pas que Karl Anthony Towns ait besoin de se fondre dans l'ADN de New York pour que ça marche. Je pense qu'il suffit. Limite, c'est même plus simple pour lui en fait d'être qui il est, quoi. D'être le grand qui shoot de loin, qui a quand même un scoreur. À chaque fois, je suis le premier à me moquer de lui quand il dit que c'est le meilleur big man shooter de l'histoire, mais c'est quand même un scoreur qui a peu d'égal en fait dans cette ligue, avec une façon de jouer qui est vraiment particulière. Je pense que c'est l'un des rares joueurs qui peut forcer vraiment Porzingis à sortir loin de la raquette pour défendre, parce que ils ont un petit peu les mêmes qualités, alors pas défensivement, hein. Porzingis c'est un bien meilleur défenseur que Karl Anthony Towns, mais au bout du compte en attaque il va avoir le même rôle. Moi, j'aime bien ce que New York a fait, vraiment. Et quelque part, j'aimais déjà bien le trade pour Michael Bridges, que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il a encore plus de sens quand tu peux rajouter Karl Anthony Towns à côté. Et effectivement, ça, je suis d'accord. Ça permet de mieux comprendre aussi pourquoi New York s'est pas aligné pour garder Hartenstein, parce qu'ils savaient qu'ils n'auraient pas l'argent en fait, pour garder tout le monde. Et donc, tu comprends mieux, même si, comme toi, je déplore le départ d'Hartenstein.
Il faudra voir au retour de Mitchell. Le problème, c'est Mitchell Robinson est souvent blessé. Donc, même s'il revient là, est-ce qu'il sera encore là en playoff? C'est quand même la grosse question. Comme toi, je pense que s'il y a un big man, enfin, ils pourront jamais le choper. Mais tu vois, quand je vois Zubac, je me dis, mais Zubac, c'est le joueur parfait pour New York, en fait. C'est vraiment le joueur parfait pour New York. Ils n'auront pas les moyens d'aller chercher Zubac, mais voilà, je pense que effectivement, s'ils doivent se renforcer, ça sera clairement dans ce registre-là au cours de la saison. Puis tu sais, pendant longtemps, on s'est dit les Knicks, ok, ils attendent pour Embiid, pour Giannis, etc. Mais tu peux pas attendre éternellement. Ça rejoint ce que tu as dit sur Bronson, tu vois. Oui, il est pas vieux, mais les joueurs de sa taille, tu sais pas toujours comment ça vieillit. Là, il est dans son prime. Autant en profiter maintenant. Et si la star qui est disponible, bah, c'est Karl Anthony Towns, tu récupères quand même un des mecs, je sais pas, c'est un des gars les 20 plus talentueux de la ligue, tu vois. J'ai pas dit 20 meilleurs joueurs, mais il est très certainement dans les 20 les plus talentueux, même sans doute mieux que ça au final, les plus talentueux de la ligue. Et j'ajouterais un truc aussi, et je pense que tu seras d'accord avec moi, mais je pense qu'à New York, au-delà de toute cette histoire de culture, il y a les gens, il y a les joueurs autour de lui qui sont capables dans le vestiaire de lui dire les choses. Et ça, je pense que c'est important pour Karl Anthony Towns. Pas sûr qu'il y ait toujours eu ça à Minnesota, voire même qu'il y ait eu ça à Minnesota, à part, oui, un peu à la fin avec Rudy Gobert, etc. Et encore, comme tu as dit, il avait tellement ce rôle de costard, c'est pas la même chose. Là, il arrive, on peut se permettre de lui dire les choses, de lui dire non, mais là tu déconnes. C'est pas ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Tu vois, et je pense qu'il va s'adapter. C'est un mec intelligent, en fait. C'est marrant, je sais qu'on peut pas se baser là-dessus, mais je vous avais envoyé, j'étais tombé sur un petit extrait du podcast de Josh Hart avec Jalen Bronson, dans lequel il y avait justement Karl Anthony Towns. Alors, l'extrait avait pas d'intérêt en lui-même pour le fond des choses qui étaient discutées, mais par contre, ce qui m'a intéressé, moi, c'était de voir les interactions, en fait. Et j'avais l'impression que Karl Anthony Towns était déjà un mec de l'équipe. Au bout du compte, il se permet de gazer un petit peu Jalen Bronson, de mettre une petite pique à Josh Hart. Et t'as déjà l'impression que ça colle un petit peu. Et je partage ce que tu dis dans le sens où c'est un vestiaire qui aura le courage de lui dire les choses. C'est un coach qui aura le courage de lui dire les choses aussi, parce qu'ils se connaissent avec Tom Thibodeau. C'est pas forcément bien passé, mais tu sais qu'avec comme Tom Thibodeau, il va pas mâcher ses mots. Et en même temps, j'ai l'impression que peut-être même pour l'une des premières fois de sa carrière, il a aussi un vestiaire qui sera prêt à le défendre s'il le faut. Que ce soit face à la presse ou face à d'autres joueurs ou en situation de jeu. Et voilà, moi je suis plutôt, au bout du compte, enthousiaste à l'idée que ça puisse marcher pour Karl Anthony Towns. Et tu sais bien que je suis pas un de ses plus fervents défenseurs. Mais au bout du compte, voilà, je pense que ça peut marcher à New York. Allez, j'ai un what if qui nous a été envoyé par Pablo. Salut les gars, j'adore vous écouter, alors j'ai une question. J'ai découvert la NBA durant les années 2010 et été émerveillé par la rivalité Warriors-Cavs et Curry-LeBron. Même sans être un hater de LeBron, vous allez voir que je ne le porte pas dans mon cœur. Je vous propose une modification de l'histoire du basket. Contexte, finale 2016, et les Warriors gagnent le Game 5 au lieu de choke leur avance dans la réalité. Retour à 2024, en partant du principe que les années suivantes ne sont pas modifiées. Curry et les Warriors réalisent alors un quadruplé historique et gagnent même un 5e titre en 2022. Curry est incontestablement le meilleur meneur de l'histoire et entre dans la conversation du GOAT en étant l'une des meilleures armes offensives de tous les temps. Quant à LeBron, il a seulement 3 bagues en 10 finales et est décrit comme un joueur à stats immenses mais incapable de gagner une bague par lui-même sans super team ou lieutenant de haut calibre. Super team des Heat ou Anthony Davis et peine à être décrit comme un top 5 all-time. Je serais curieux d'avoir votre avis sur ce scénario, et si vous êtes d'accord, voici une question. Nous rendons-nous compte que la place que peut prendre un seul match dans la legacy de certains joueurs? Sommes-nous trop durs ou pas assez objectifs, car jusqu'à preuve du contraire, LeBron n'est pas un moins bon joueur avec 2 matchs en moins? Ou alors, est-ce que c'est la concurrence moderne qu'il demande? Grosse force à vous. C'est très intéressant. Je vais être d'abord un peu rabat-joie. Je veux bien essayer de faire l'exercice de garder ensuite tout comme tel à partir de 2016 en assumant juste que les Warriors ont gagné ce titre. Mais je pense qu'en fait, justement, tout n'aurait pas été comme tel. Il y a un truc tout bête. Qu'est-ce qui se passe le 4 juillet 2016? Kevin Durant, il signe à Golden State. Je vous mets mes 2 mains à couper, mes pieds, toutes les parties de mon corps, même celles qui me sont le plus chères, que, que Même Kevin ton cerveau. Durant, Pardon. que Kevin Durant, il signe jamais aux Warriors, jamais, si les Warriors gagnent ce titre-là. Ça aurait été trop, en fait. Je pense que déjà, il a fallu un appel dans le parking, justement après ce fameux match perdu de Draymond Green. Jamais il signe aux Warriors. Et si
Kevin Durant, il signe pas aux Warriors en 2016, je pense que LeBron, il prend un titre à un moment en 2017 ou en 2018. Et même en 2017, je vais dire, l'équipe des Cavs de 2017, les gens ne se rendent pas compte, elle est exceptionnelle. C'est un niveau de jeu, mais terrible. Ils perdent contre eux, ce qui est selon moi la meilleure équipe de tous les temps. Les Warriors de 2017, première année de Kevin Durant, tu feras pas mieux. En tout cas, pour moi, c'est plus fort que les Bulls de 96. On n'aura jamais la réponse, mais c'est la meilleure équipe de tous les temps. Tu as Kevin Durant dans son prime, Stephen Curry dans son prime. On se rend compte, en fait, du délire. Et à côté de ça, tu as Klay Thompson, Draymond Green, André Iguodala, etc. C'est absolument insane, en fait. Donc, l'exercice est un peu faussé. Maintenant, imaginons, je reste là-dessus. C'est intéressant parce que oui, si on reste là-dessus, ce qui décrit, et il y aurait sans doute un peu de ça, de se dire ah bah LeBron, il a choke, il a 10 finales, il a que 3 bagues, on parlerait de son niveau de jeu. Et du coup, oui, sa legacy serait impactée. Mais quelque part, c'est normal. Enfin, c'est pas que ça se joue à 2 matchs, la legacy, mais il y a quand même, dans la legacy de LeBron, le titre de 2016, il occupe une place énorme, en fait. Tu peux arriver et te dire, regardez, en 2016, un moment, il a décidé, moi, je veux plus perdre. Il met 41 points dans le Game 5, 41 points dans le Game 6 et un triple-double dans le Game 7 avec une action légendaire. Bien sûr que sa carrière, elle ne se résume pas à ces 3 matchs, mais c'est juste ces 3 matchs, il donne un volume énorme à sa carrière. Ça montre qui est LeBron, en fait. Tu vois toute la domination de LeBron. En fait, tu vois à quel point il a été capable de dominer à partir du moment où il a dit non, mais là, moi, je ne vais pas perdre. Genre, c'est hors de question que je perde. Jamais je vais perdre. Et il n'a pas perdu, tu vois. Et ça le met dans la classe des plus grands. Donc voilà, c'est intéressant. J'ai du mal à faire l'exercice. Je pense que plein de choses auraient changé. Je ne sais même pas si les Warriors sont champions en 2022 s'ils en gagnent 4 de suite, en fait. Je pense que ça se termine autrement, tu vois. Ouais, en fait, l'exercice est vraiment intéressant. Et ce qui est marrant, c'est que moi, cette question, je me l'étais déjà posée. Par contre, c'était pas forcément ce titre-là qui me revenait en tête. Même si, effectivement, tu dis, il suffit que Draymond Green mette pas un coup de genou ou un coup de poing plutôt dans les roustons de LeBron. Tu sais que les Warriors gagnent pas, en fait, cette finale. Donc, effectivement, parfois, ça peut se basculer à une possession. Mais moi, j'en ai un autre, c'est 2013, en fait. 2013, si Kawhi Leonard met ses 2 lancers francs à la fin, avant le tir à 3 points de Ray Allen, le Heat gagne pas. Je pense pas que le Heat gagne cette finale. Donc effectivement, une carrière, ça se joue à ça. Et la différence, elle est énorme. Et des exemples, il y en a plein. On peut parler du tir à 3 points de Robert Torrey face aux Kings. C'est quoi la destinée des Kings derrière s'ils gagnent ce match et que derrière ils sont là pour le coup pareil, je mets autant d'éléments de mon corps qu'Antoine a coupé qu'ils auraient été champions NBA derrière s'ils avaient dû jouer les Nets. Tu sais que ça change ça change la trajectoire des Kings, ça change la manière dont on se rappelle de Shaq et Kobe, ça change tout en fait. Et une carrière, ça se joue à ça. Par contre, je pense pas que... Il y a 2 choses quand même. Même si Stephen Curry avait gagné un titre de plus, je pense pas que ça en fasse automatiquement le meilleur meneur de tous les temps. Pour moi, la question a continué de se poser avec Magic Johnson, qu'on a gagné 5 en moins de saisons. Et je pense qu'on en parlait plus tôt, mais on se rend pas compte de ce qu'est Magic Johnson. Ou du moins, certains l'ont perdu un peu de vue. Et je pense pas non plus que ça sorte LeBron du top 5 all-time. Effectivement, ce qui est sûr, c'est que la discussion autour du GOAT, qui est une discussion complexe, je pense qu'elle est trop vite résumée maintenant à LeBron ou Jordan et qu'on oublie d'autres gens qui méritent toujours autant d'être dans la discussion et qu'effectivement, s'il avait une bague de moins, je pense que LeBron, ça serait moins un consensus actuel que c'est forcément l'un des deux. Par contre, je pense qu'il serait toujours dans la discussion. Je pense pas que ça... Si, tu vois, j'allais dire, je pense pas que ça aurait tant impacté que ça la place qu'il a, mais en fait, c'est énorme. En fait, d'être direct d'office dans la discussion en mode c'est lui, ou être parmi les 3, 4 ou 5 autres qui suivent, la différence, elle est énorme, mais une carrière, ça se joue à ça, et il se trouve que LeBron, ces bagues-là, il les a gagnés. C'est aussi simple que ça, quoi. Ouais. Allez, on va faire un petit peu plus long que d'habitude. On n'aura pas du tout le temps de poser toutes les questions que vous nous avez envoyées. Vous avez été incroyables. On verra ce qu'on fera des autres questions. J'en ai, 2 sur Bilal et puis je termine avec un petit start bench cut pour toi, Antoine. Ok ? Ça marche. Donc, je vais te donner. Je te donne les 2 questions qui nous ont été envoyées au sujet de Bilal Koulibaly. Comme ça, on peut englober les réponses. Donc la première par Erwan qui dit
La saison rookie de Bilal Koulibaly a été correcte mais pas exceptionnelle. Par contre, son début de saison sur les chapeaux de roue en fait un candidat très sérieux pour le titre de MIP 2025. Est-ce que son principal obstacle sera le faible nombre de sophomores qui ont gagné le titre de MIP, le dernier étant Monta Ellis en 2007 et avant lui Gilbert Arenas en 2003, car les votants considèrent les progrès lors de la deuxième saison comme attendus et normaux. Donc ça, c'est la question d'Erwan. Je crois qu'il y a Question déjà Morant d'Alex. aussi, pardon. Ouais, C'était dans sa deuxième saison aussi, je suis pas Diamant? sûr, je suis pas sûr. Peut-être que je dis Ok. une connerie, je suis pas sûr. Je ne me rappelle plus. Autre question qui nous a envoyée par Alex. Après 4 matchs, Bilal Koulibaly tourne à 19 points, 6 rebonds, 3 passes avec un pourcentage au shoot presque irréel pour un arrière, 59%. Pensez-vous qu'il puisse tenir de tels stats toute la saison? D'ailleurs, avec un Koulibaly qui est en train d'exploser en NBA, des Fournier, Yabusele, Gobert, Wemby, Cordigné, Nilikina, Le Sort déjà installé en équipe de France, et un duo Sarri-Zaché qui fait des débuts très intéressants, n'assiste-t-on pas à l'émergence de l'équipe de France la plus talentueuse de son histoire? Et bah oui, j'espère déjà pour l'équipe de France. Je réponds d'abord sur l'équipe de France. Ouais. Morant, au passage, c'était effectivement la troisième saison. Oui, on avait parlé un peu pour un CQFR. Je pense que l'équipe de France à Los Angeles sera redoutable au JO de 2028. Je pense qu'elle sera encore plus forte 4 ans après. Et entre les deux, je ne sais pas si ce sera un Euro ou une Coupe du Monde, mais on sera sur du Wembanyama Prime, Rizaché Prime. Il y aura peut-être plus Fournier effectivement en 2030 ou 2032, mais sur 2028, il y aura une très belle équipe. Et je pense que l'équipe de France la France forme tellement de talents qu'on se dirige vers une nation qui va dominer les débats, je l'espère, pas seulement à l'échelle continentale, mais à l'échelle internationale, ça me semble vraiment probable. Pour le MIP, c'est très intéressant. C'est vrai que je crois qu'à aucun moment j'ai pensé à l'option Bilal. Euh, les sophomores, je trouve qu'ils sont parfois un peu injustement oubliés de la discussion. Parce que pourquoi un troisième année aussi, en fait, il est censé progresser. Souvent, moi, j'aimerais savoir combien de troisième années l'ont eu, sachant que c'est la troisième saison, c'est celle où tous les coachs, les scouts, les joueurs s'accordent à dire ah bah les joueurs explosent dans leur troisième saison. Donc dans ce cas-là, c'est un mec qui progresse très fortement dans sa troisième saison, c'est censé plus ou moins être logique aussi, tu vois. Donc je suis pas un Erwan a raison, hein. Ça sera un argument. Il y a des mecs qui vont dire ouais, bah, c'est logique qu'il a progressé, c'est que sa deuxième saison dans la ligue. Mais dans le même temps, moi, je trouve ça pas si logique. Ça me dérange pas tant que ça de le donner à un sophomore s'il y a eu effectivement une vraie progression. Et dans le cas de Bilal, si on reste, imaginons qu'il garde les standards de la première semaine. Pour répondre à la question, je ne suis pas certain qu'il tienne toute la saison comme ça. Mais imaginons qu'il tienne ces standards-là. Donc, il est passé à 19 points de moyenne. Ça veut dire qu'il y a eu une vraie progression au tir, déjà. S'il maintient son adresse, pour avoir ses 19 points, il faut qu'il maintienne son adresse, il faut qu'il maintienne ses drives. Tu as eu une vraie progression au tir et tu as eu un mec qui crée de plus en plus de danger balle en main beaucoup plus tôt que ce que tu l'avais attendu, en fait. Tu vois, Bilal, pardon. On se disait, Bilal, sur sa deuxième saison, il va commencer à montrer balle en main. Mais s'il continue à le montrer comme ça toute l'année, c'est pas juste commencer à montrer, c'est ouais, il te montre, ouais, je suis capable d'être une star quoi, dans cette ligue. Donc ça me semblerait très justifié qu'il puisse être MIP ou qu'il soit très haut dans la conversation si jamais il gardait cette ligne de stats ou autour de ça. Moi, je pense que ça va effectivement se tasser. Il y a énormément d'adresses. Il y a aussi une belle adresse à 3 points. Ça va diminuer. Mais si on a je sais pas pourquoi je veux l'appeler Dylan. Un Bilal. Il a pas du tout. C'est Franchement, ça grave. ne va pas du tout, Dylan. Je En sais plus, pas je suis pourquoi désolé, Dylan. hein. Je connais même pas de Dylan. Tu vois. Bref, si Bilal, il est ne serait-ce qu'à 15 points de moyenne, moi, je trouverais que c'est une super saison et une saison méga encourageante en fait pour la suite. Ouais, bah, comme toi, je prends. Au niveau de l'adresse, ça peut pas tenir. C'est aussi simple que ça tiendra. C'est impossible de maintenir une telle adresse. Par contre, ce qui est intéressant, je trouve, dans le fait qu'il ait commencé la saison aussi fort, c'est de voir si le coaching staff va insister pour qu'il continue d'être autant impliqué en attaque, même en se disant, bon, bah, de toute façon, il y a des soirs, il mettra pas dedans, il y a des soirs, il va faire des erreurs, mais par contre, il faut qu'il garde ce volume, en fait, d'implication, de ballons qui lui arrivent dans les mains, que ce soit pour aller finir ou pour créer pour les autres. Et ça, je pense que c'est le plus important et que c'est peut-être ce qu'il est en train de gagner avec ce début de saison, en fait. Tout simplement, et c'est essentiel, en fait, pour son développement. Pour la question du MIP, on verra. Je ne sais pas si ces chiffres sont en fin de saison suffisamment forts pour qu'ils soient récompensés. On sait quand même que voilà, pour ce trophée, il faut vraiment que les stats tapent dans l'œil des votants pour que ça marche. Je ne sais pas si je sais pas si le projecteur sera suffisamment fort en fait sur lui pour qu'il récupère le trophée. Par contre,
le simple fait qu'il puisse être dans la discussion serait déjà super en fait. Ouais, Je clairement, je pense. suis d'accord avec toi que ça serait déjà une très belle. Et pour l'équipe de France, ouais, on n'a même pas parlé de Nolan Traoré qui va arriver derrière. Enfin, là, il y a un vivier de joueurs incroyable. Là, plus que jamais, peut-être, la question, ça va être de savoir comment faire jouer cette équipe ensemble, Mm. avec des générations différentes, avec des habitudes de jeu différentes, des parcours différents. Et donc, le challenge qui va s'offrir à Fred Foutouk, c'est vraiment passionnant, mais c'est lourd de responsabilité parce qu'on sait que les temps de travail sont très courts avant chaque compétition et que plus le talent sera fort, plus la pression sera forte. Donc après voilà, c'est ce qu'on appelle avoir des problèmes de riches, donc tant mieux. Tant mieux pour nous, mais effectivement, l'avenir de l'équipe de France est brillant. On termine avec une question. Alors, il y a une petite question et après un start bench cut qui nous a été envoyé par Martin, le Belge de 15 ans. C'est précisé comme ça dans la signature, donc ça m'a fait sourire. Donc, merci Martin pour ta question et pour ton start bench cut. La question d'abord, est-ce que Buddy Hield ne serait pas un candidat sérieux pour le titre de 6e homme de l'année? Ah bah oui, si, clairement, oui, c'est un candidat très très sérieux dans la course de 6e homme de l'année. Oui. Bah, carrément. Peut-être même le favori absolu. Complètement, je sais que Shai l'avait mis, lui, dans ses pronostics de début de saison. Il avait tapé juste parce qu'effectivement, il était dans ceux où on savait qu'ils allaient avoir des opportunités. Mais vu son début de saison, je pense qu'il est bien parti pour l'instant. Enfin, on n'est qu'à 10 jours depuis le début de la saison, mais oui, complètement. Allez, donc voici des start bench cut pour vous. Il y en a 3. Ouais. C'est sur la conférence. Alors, il y en a 2 pour la conférence Est, 1 pour la conférence Ouest. C'est uniquement sur des joueurs actuels. Le premier, start bench cut. Jalen Brunson, Damian Lillard, Trae Young. Alors, attends. Jalen Brunson, Damian Lillard, Trae Young, mais redis-moi la règle, c'est sûr. Start bench cut. Ok, juste comme on veut. Bah, je start Damian Lillard, qui est mon joueur préféré. Je bench Jalen Brunson et je cut Trae Young. Moi, je vais être sur le niveau actuel. Je start Jalen Brunson, je bench Trae Young et je coupe Damian Lillard. Je trouve trop catastrophique sur ce début de carrière, même si c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup. Ensuite, Donovan Mitchell, Tyrese Haliburton, Tyrese Maxey. Donovan Mitchell, Tyrese Haliburton, Tyrese Maxey. Je vais start Donovan Mitchell. C'est dur. C'est dur. Les deux sont méritants pour des raisons différentes. Les deux, c'est pas des joueurs que j'adore absolument, même si j'aime bien quand même la vibe d'Haliburton souvent. Je vais bench Haliburton et je vais cut Tyrese Maxey, que j'aime bien aussi d'ailleurs au final. J'aime bien son caractère. Je trouve ça me rappelle un truc vraiment sur ce match où les Sixers sombrent contre les Celtics. C'est vraiment le seul qui fait preuve de caractère. Donc, mais bon, je vais le bench parce que les deux autres, je les mets peut-être un peu au-dessus. Allez, moi, je start Donovan Mitchell, qui je pense est sous-coté globalement. Je vais bencher Tyrese Maxey et couper Tyrese Haliburton. Et je partage ton avis sur son état d'esprit. Notamment, c'était quelque chose qui était souligné par tout le staff des Sixers. En gros, c'est que le mec a le sourire tous les jours quoi, à l'entraînement. Et il disait, ouais, vous avez pas idée à quel point ça fait du bien. Et je comprends, quand tu as Joel Embiid aussi dans ton équipe, ça va faire du bien d'avoir un mec qui arrive avec le sourire à l'entraînement tous les jours. Allez, pour finir, à l'ouest, start bench cut, Jamal Murray, De'Aaron Fox et Bradley Beal. Déjà, je coupe Bradley Beal. Je vais. Pardon, ça me fait rire parce que c'est exactement le truc que je me suis dit tout de suite en Ouais, c'est le voyant le premier start bench truc. cut, alors que c'est un peu honteux, mais ça me fait rire que tu aies commencé par ça. Après, c'est un peu dur pour le start et le bench. Je pense que je vais quand même start Jamal Murray. Déjà, c'est le mec le plus cool avec Danilo Gallinari parmi les joueurs NBA que j'ai rencontrés. Il était vraiment méga cool, Jamal Murray. Et j'ai eu la chance de le voir 2 fois différentes et à chaque fois, il était vraiment, vraiment cool. Donc, je vais start Jamal Murray. Et puis, je ne sais pas s'il est plus fort que Fox individuellement, mais par contre, si tu me dis qui est avec Jokic, ou même qui est avec une autre star, je vais me le tourner comme ça, qui est avec une autre star, même pas juste Jokic, je pense que Murray, ça peut mieux coller parce que c'est un trop bon... Enfin, ça, c'est une gâchette, quoi. Ouais, écoute, d'abord, j'ai une anecdote avant. Je sais pas si tu as vu passer cette vidéo qui m'a fait beaucoup rire, Jamal Murray, qui est en conférence de presse. Il y a un journaliste qui lui dit, ouais, voilà, il y a un titulaire NBA anonyme
qui a dit que c'était beaucoup plus facile de défendre sur toi maintenant parce que tu étais en gros moins fort que les années précédentes. Et Jamal Murray dit c'est qui le joueur? Et le journaliste dit bah, c'est un joueur anonyme. Et Jamal Murray dit juste bah ouais, normal que ce soit un joueur anonyme. Et il se barre. J'ai beaucoup aimé cette répartie. Moi, j'adore Jamal Murray, vraiment. Je pense qu'au-delà d'être un excellent shooter, c'est un très bon playmaker et que c'est un aspect de son jeu qui n'est pas assez souligné. Malgré tout, je vais starter De'Aaron Fox qui est vraiment fait un bon début de saison. Je vais bencher Jamal Murray et je vais aussi couper Bradley Beal. Je sais même pas, je peux même pas vraiment te justifier, te donner une bonne raison pour laquelle je coupe Bradley Beal. C'est juste que j'ai pas vraiment confiance dans ce joueur-là. Donc je vais rester là-dessus. Yes. Cool, bah, voilà pour nos questions de ce samedi. On revient avec vous. Je sais pas quand est-ce qu'on reviendra pour le prochain. Il faudra peut-être attendre une semaine, quand même, on vous garantit rien. On a pas mal de choses aussi en stock sur lesquelles on travaille du côté de Rivers Basket Session. On vous en parle bientôt plus, mais en tout cas, merci pour toutes les questions que vous avez envoyées. Yes, clairement. Bah, n'hésitez pas à continuer. Puis on fera peut-être de temps en temps des deuxièmes, ce à quoi il fallait répondre. N'oubliez pas aussi demain le Hoop Culture sur la chaîne Basket Session, Pierre Armand et Théo. Et nous on se retrouve lundi pour un nouveau CQFR. Ciao à tous. Ciao, ciao. Game is out there, and it's either play or get played.